féroce, puissant et tenace. Canisdirus tuait pour survivre durant la période glaciaire. Chassant en meute, c'était l'un des prédateurs les plus impressionnants du Pléistocène. Pendant 100 000 ans, les meutes de loups ont méthodiquement pourchassé leur proie. Mais brusquement, en un instant à l'échelle des temps géologiques, ils ont disparu. Dans un univers où la force primait, le puissant loup du Pléistocène s'est éteint, tandis que son cousin plus petit et plus faible, le loup gris, a survécu. Canisdirus est-il devenu incapable de satisfaire son féroce appétit, ou une force irrésistible l'a-t-elle fait disparaître? Los Angeles, aujourd'hui. Un univers où règne bien souvent la loi du plus fort. C'était déjà le cas il y a 10 000 ans, lorsque de nombreux prédateurs hantaient ces lieux. À la fin de la période glaciaire, durant le Pléistocène, la région abritait alors toute une variété de mammifères étonnants. Depuis l'époque des dinosaures, disparus 65 millions d'années plus tôt, jamais autant de si gros animaux n'avaient sillonné le continent nord-américain. Des paresseux grands comme des ours, des mammouths de plus de 3 mètres de haut, et de monstrueux carnivores, comme l'ours géant à face courte, ou le tigre à dents de sabre. Imaginez que vous sortez de votre machine à remonter le temps et que vous vous trouvez 10 000 ans en arrière. L'Amérique du Nord vous semblerait un vrai cauchemar. C'était l'univers de Canisdirus, un loup énorme qui chassait en meute de 30 individus ou plus. Ce carnivore robuste et féroce pouvait s'attaquer à des proies 10 fois plus grosses que lui et affronter des prédateurs bien plus imposants que lui. Comme un voyou des rues, il luttait pour survivre dans l'univers de la période glaciaire. On ne peut pas être vaincu quand on a l'endurance, la résistance et la férocité suffisantes pour effrayer l'adversaire, ou le contraindre à se soumettre. Sa ténacité a permis à ce loup de survivre pendant plus de 100 000 ans, et pourtant, il ne reste de lui aujourd'hui que des os. On a découvert les restes de milliers de Canisdirus ici, dans les mares de bitume de la Brea, au cœur d'Hollywood. Ce chaudron noir est le rêve des paléontologues. Découvertes il y a plus d'un siècle, les mares de bitume constituent le plus important gisement d'ossements de la période glaciaire au monde. On a extrait plus d'1 million de ces ossements appartenant à 231 espèces d'animaux préhistoriques. Ce sont les affleurements de bitume. Ce matériau noir et poisseux ne préserve pas seulement magnifiquement les os, il a aussi constitué l'un des pièges les plus mortels qui soient pour les animaux qui s'y risquaient. À l'époque où vivait Canisdirus, le bitume fondu suintait depuis des profondeurs de plusieurs centaines de mètres. Quand il atteignait la surface, il refroidissait formant une croûte noire à l'aspect inoffensif. Mais l'été, quand il faisait chaud, cette croûte fondait. Le bitume redevenait une masse poisseuse où s'engluaient tous les animaux qui s'aventuraient là, sans méfiance. Cela explique que l'on ait retrouvé plus de 200 chevaux et plus de 300 bisons dans ces mares. Mais les restes de carnivores surpassent ceux des herbivores à près de 10 contre 1. C'est le contraire de ce qui se passe dans la nature. Normalement, les restes d'herbivores surpassent ceux des prédateurs à 10 contre 1. Les chercheurs pensent que les prédateurs opportunistes, comme le loup Canisdirus, attaquaient sans doute ceux qui leur semblaient être des proies faciles. Mais très vite, ils se retrouvaient eux aussi englués dans le bitume. Cela s'est produit à d'innombrables occasions au fil du temps. Les prédateurs et leurs proies se sont englués dans le bitume et tout ce qu'il en reste, ce sont leurs os noircis. Pour la plupart des gens, ce ne sont que des ossements. Mais aux yeux d'un expert, ils représentent une sorte de carte montrant les itinéraires suivis par ces animaux durant leur vie et le chemin qui les a menés à la mort. À 1,50 m sous la surface, un niveau correspondant approximativement à il y a 40 000 ans,
On trouve les os de divers animaux, notamment des loups. Le niveau de conservation est excellent et la diversité rencontrée sur ce site est unique au monde. Juste là, au fond du quadrillage mis en place ici, nous avons les vertèbres d'un ours à face courte. Et là, nous avons un numérus de Canis dirus, l'os supérieur du membre antérieur. On peut voir que du bitume liquide en suinte. Après avoir soigneusement extrait, nettoyé et assemblé les os, on a reconstitué le plus gros membre de la famille des canidés qui ait jamais vécu. Le loup mesurait en moyenne 1,50 m du museau à la queue. Il dépassait les 60 cm de haut et pouvait peser jusqu'à 75 kg. Canis dirus est parfois surnommé le loup terrible. Le mot terrible lui va bien. Il évoque un prédateur effrayant surgissant à l'horizon. C'est de loin l'espèce la plus répandue sur le site de la Bréa. On a découvert plus de 3500 loups. À titre de comparaison, on n'y a trouvé que 2000 tigres à dents de sabre. Les spécialistes pensent que le grand nombre d'os de loups prouve qu'il s'agit d'animaux sociables formant sans doute des meutes de 30 individus ou plus. Ils suggèrent aussi que Canis dirus avait une aptitude particulière à la survie. Face à ces 3500 loups du Pléistocène, on n'a trouvé que 15 spécimens de leurs plus proches parents de la période glaciaire, le loup gris. Canis dirus dominait le loup gris depuis des centaines de milliers d'années quand il a brusquement disparu, et étrangement, c'est le loup gris qui a survécu. L'anatomie des deux espèces révèle pourquoi. L'anatomie explique souvent la destinée d'une espèce. Elle explique ce qui a bien fonctionné pour une espèce pendant longtemps. Et l'anatomie des mammifères du Pléistocène nous fournit un très bon aperçu des comportements à cette époque. À première vue, l'anatomie des deux animaux est presque identique, suggérant qu'ils se comportaient de façon assez semblable. Mais quand on observe les choses de plus près, on note des différences minimes mais décisives entre les deux. La différence essentielle, c'est que la mâchoire et les dents de Canis dirus sont plus grandes. Les paléontologues pensent que leurs morsures devaient être plus puissantes, ce qui leur permettait de venir à bout des gros mammifères de la période glaciaire comme le bison et le cheval. En comparant leurs os, les chercheurs ont découvert d'autres différences importantes entre les deux espèces. L'humérus, l'os supérieur du membre antérieur de Canis dirus par exemple, est légèrement plus long, mais significativement plus épais que celui du loup gris. Il en est de même pour son cubitus, l'un des deux os inférieurs du membre antérieur. Cela signifie que ce loup était un animal beaucoup plus puissant et plus massif que le loup gris. En comparaison, les os plus fins du loup gris suggèrent que celui-ci était plus élancé et probablement plus rapide. Ces différences sont subtiles mais significatives, et c'est sans doute pourquoi ces animaux assez semblables ont chassé différemment. Chacun d'eux avait une façon d'attaquer déterminée par sa physiologie. Les ours tirent profit de leur taille et de leur force pour écraser leur proie. Le guépard profite de sa rapidité et de son agilité. Le lion de ses puissantes griffes et de sa morsure suffocante. Le loup ne dispose que de deux armes, son poids et ses crocs. Sur ces deux aspects, Canis dirus avait l'avantage sur le loup gris. Mais dans quelle proportion? Pour le découvrir, nous avons observé un autre membre de la famille des canidés, le chien. Joe Kampf est dresseur de chiens pour le cinéma et la télévision à Los Angeles. Lauren Williams et Brian Hill travaillent avec lui. Cela fait 8 ans qu'ils apprennent à des chiens à monter la garde pour tenir les intrus à distance et attaquer sur commande. Comment la physiologie d'un prédateur détermine-t-elle la nature et la puissance de son attaque? L'étude des 4 races de chiens présentées nous offre un élément de réponse.
Le bulldog mord et ensuite il se sert de sa force, mais pas seulement pour terrasser l'animal. En fait, il tourne sa mâchoire pour faire plus mal. Le mastif se sert exclusivement de son poids. Il attaque de plein fouet, il se jette de tout son poids, il s'agrippe et vous fait tomber. Le malinois et le berger hollandais sont de corpulence très semblables. Ils évoquent la différence entre le loup gris d'autrefois et son cousin plus imposant, Canis dirus. Le malinois, étant un chien plus léger, se sert de la vitesse acquise et de sa coordination pour terrasser sa proie. Je pense que le berger hollandais a combiné les meilleurs traits des différentes races. Il se précipite avec violence, puis prenant de la vitesse, il ouvre sa gueule le plus possible, comme le malinois, et il mord avec force. Son poids déstabilise la proie, exactement comme les plus gros chiens. Il est très semblable au loup moderne, et sans doute à Canis dirus. L'attaque plus vigoureuse du berger hollandais évoque l'avantage que Canis dirus avait sur son cousin plus léger, le loup gris. Il a pu profiter de son corps puissant pour terrasser des proies plus grosses. En dehors de sa taille supérieure, ses seules autres armes étaient sa tête et sa mâchoire massive. Pour déterminer en quoi la taille de la mâchoire d'un animal affecte la puissance de sa morsure, on peut se servir d'un compteur spécialement conçu pour cela. Il mesure la puissance développée par les mâchoires. Ça, c'est un compteur numérique à morsure. Le détecteur comporte un espace. Quand le chien le mord, il le ferme et l'affichage, là, vous dit à combien de kilos correspond la force mise en œuvre par le chien. Chaque chien est incité à mordre le compteur et on mesure la force de sa morsure. Très vite, un lien entre la puissance de la morsure et la taille de la tête du chien apparaît. Par exemple, la tête du berger hollandais est légèrement plus grosse que celle du malinois. Et par conséquent, sa morsure est plus puissante. Là, il a atteint 195. Je l'ai poussé à son maximum, maintenant il est à 224. Mais il est allé jusqu'à 230. Et il en est de même pour le mastif. Et ça, c'est le mastif. 556, incroyable. C'est beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Les chiffres démontrent qu'un léger accroissement de la taille de la tête d'un chien peut produire une morsure bien plus puissante. C'était sans aucun doute vrai pour les loups de la préhistoire. Il est impossible d'assigner une valeur quelconque à la morsure de Canis dirus. Mais il semble que sa tête et ses mâchoires plus grosses aient produit une morsure bien plus puissante que celle de son cousin le loup gris. Sa morsure et son attaque impétueuse permettaient probablement à Canis dirus de terrasser des proies bien plus grosses. Plus gros, plus fort, Canis dirus était comme un loup gris sous anabolisant. Un super loup conçu pour s'attaquer aux géants de la période glaciaire. Et pourtant, il allait s'éteindre à tout jamais, tandis que le loup gris plus petit et plus faible allait survivre. Comment ce formidable prédateur a-t-il pu disparaître? Un concurrent impitoyable est-il à l'origine de son extinction? Il y a 10 000 ans, le loup gris, Canis lupus en latin, était pratiquement identique à ce qu'il est aujourd'hui. Non seulement il a survécu, mais il demeure un prédateur de premier ordre, un chasseur puissant et impitoyable. Les caractéristiques physiques du loup qui lui permettent d'être un chasseur efficace sont sa vélocité, son endurance et son obstination. Il ne renonce pas tant qu'il n'obtient pas son repas. Chacune de ces caractéristiques entre en jeu, car les loups s'attaquent souvent à des animaux 4 fois plus gros qu'eux. La plupart des loups gris pèsent entre 35 et 50 kilos, alors qu'un élan mâle, par exemple, peut atteindre 300 kilos, voire plus.
Le comportement du loup à la chasse repose avant tout sur un principe, tuer sans être tué. Les proies auxquelles il s'attaque sont dangereuses et peuvent le vaincre. Par conséquent, il doit être conscient de la menace qu'elle représente et il en tient compte. Avantage de leur nature sociable. Comme leurs cousins du Pléistocène disparus depuis longtemps, en meute, les loups gris adoptent des comportements complexes pour venir à bout de leur proie. Il passe par 6 phases préliminaires entre le moment où ils partent en quête d'une proie et celui où ils saisissent et tuent l'animal. Ils parcourent leur territoire et s'ils rencontrent une harde, ils s'en approchent peu à peu. Les meilleurs atouts des loups sont leur rapidité et leur endurance. En meute, ils peuvent l'emporter sur presque n'importe quelle proie. Pour mener leur chasse avec succès, ils cherchent donc à faire courir la proie. La meute s'éparpille et s'approche du groupe en attendant qu'un premier animal de la harde les voie pour le faire détaler. De façon prévisible, le reste du troupeau va en faire autant. Les élans ont tendance à fuir dans toutes les directions. Et les loups les poursuivent en cherchant à détecter un individu vulnérable au milieu de la harde. C'est à ce moment-là que se révèle le génie propre au loup gris. Il parvient à repérer au milieu d'un troupeau un individu blessé, malade ou simplement trop vieux pour pouvoir s'échapper. Quand un loup a ciblé un élan faible, les autres membres de la meute abandonnent leurs recherches et se joignent à la poursuite de la proie vulnérable. Au début, il n'y avait peut-être qu'un loup, mais ensuite une demi-douzaine de loups poursuivent cet élan. Chaque membre de la meute se sert de sa vitesse et de son endurance pour obliger l'élan à courir. La poursuite implacable épuise l'animal pour chasser. Ensuite, les loups se rapprochent pour la mise à mort. Juste au bon moment, quand la meute se rapproche, le loup dominant tente d'agripper la proie. Il essaie de faire tomber l'élan pour que les autres membres de la meute l'aident à le tuer. Les principaux outils que les loups possèdent, ce sont leurs canines. Ces dents sont essentielles pour agripper et retenir un animal afin que les autres loups puissent le mordre. Les canines du loup sont imposantes. Elles sont conçues pour agripper une proie. Mais l'entreprise n'est pas aisée. Cela peut signifier rester accroché à un élan de 300 kg qui se débat. Parfois, l'élan est assez fort pour déjouer l'assaut du loup. Mais une meute déterminée renonce rarement. Dans ce cas, ils vont se rassembler, ils vont faire équipe, se serrer les uns contre les autres, et il y aura une phase d'excitation. On les entendra hurler et glatir. Ils vont en quelque sorte reprendre courage pour lancer une autre attaque. Et la meute va chercher un autre élan vulnérable jusqu'à l'assaut final. La morsure du loup dominant va entailler les muscles de la proie. La blessure va ralentir l'animal. Ensuite, une fois sa prise sur l'élan assuré, les autres se joignent à lui. Un loup l'agrippe, puis un autre, et ils l'attaquent tous. Cela leur permet d'immobiliser la proie. Un autre animal la mord à plusieurs reprises en la faisant saigner, puis ils se mettent à la dévorer. Étonnamment, le taux de réussite de ces chasseurs extrêmement aguerris est très faible. Ils tuent une proie sur 10 environ, ce qui signifie qu'ils sont souvent à la recherche de leur prochain repas. La ressemblance physique de Canis d'Irus avec le loup gris laisse à penser qu'il chassait et se nourrissait plus ou moins comme son cousin, mais avec un grand avantage sur lui. L'aspect plus musclé de Canis d'Irus a pu accroître sa faculté de tuer, avec une capacité de maîtriser physiquement leur proie d'une façon que les loups actuels n'ont tout simplement pas. Et les attaques de meutes d'une trentaine d'individus devaient être bien plus menaçantes. Je pense que rien ne peut être plus effrayant pour une espèce chassée que de voir une grande meute de loups bien organisés, intelligents, se déplaçant à grande vitesse avec une énorme endurance, se diriger droit sur une cible spécifiquement sélectionnée. La puissante structure de ses mâchoires et ses dents énormes semblent indiquer qu'il se nourrissait de grosses proies comme le mammouth ou le bison.
Mais il est difficile d'en être certain, puisque le seul indice dont nous disposons, ce sont leurs os. Mais récemment, la mise au point de nouvelles techniques nous a permis de savoir ce que ce loup mangeait il y a 12 000 ans environ. Il s'agit de l'analyse isotopique. Elle tire parti des deux particularités de la nature. La première est liée au fait que la plupart des herbivores mangent différents types de végétaux. Et ces différents types de plantes et d'environnements ont des signatures isotopiques différentes. Ces signatures sont stockées et peuvent être détectées dans les tissus des herbivores, y compris dans leurs os. La seconde particularité tient au fait que lorsque des prédateurs dévorent ces herbivores, ces signatures sont transférées et conservées dans leurs os. En analysant la composition chimique des os des carnivores, les chercheurs peuvent maintenant savoir quels herbivores ils ont mangés. C'est ce que les chercheurs ont fait avec les Canisdirus de la Bréa. Nous constatons qu'ils mangeaient de faibles pourcentages d'animaux, comme les paresseux et les mastodontes, mais près de la moitié de leur alimentation était fondée sur le bison et l'autre moitié sur le cheval. Ces résultats impliquent que le loup du Pléistocène était opportuniste au niveau de l'alimentation. Il mangeait tout ce qu'il trouvait. Est-ce que cela signifie qu'il était davantage un charognard qu'un chasseur? En tout cas, c'est pour manger des animaux morts que les loups se sont retrouvés englués dans le bitume. C'est très dur de vivre seulement de carcasses d'animaux morts. Les seuls animaux en mesure de le faire sont les vautours, car ils disposent d'un moyen de locomotion très efficace, le vol plané, qui leur permet de parcourir d'immenses étendues. Cela les assure de trouver une charogne à tout moment. Mais Canisdirus ne pouvait pas se permettre de consacrer une grande partie de son énergie à chercher des carcasses. C'était un animal qui pouvait chasser, donc il tuait quand il avait besoin de le faire. L'analyse isotopique a révélé que le loup du Pléistocène chassait des animaux dangereux comme le bison et le cheval, alors qu'il négligeait les cibles plus faciles, plus nombreuses, comme les élans et les cerfs moins dangereux. Pourquoi? Cela demeure un mystère. Peut-être que les grandes meutes avaient besoin de plus importantes quantités de nourriture. Y avait-il des avantages méconnus à chasser de gros herbivores? Personne ne le sait. Quoi qu'il en soit, Canisdirus poursuivait le gibier le plus dangereux à sa portée, risquant à tout moment sa vie. Le loup gris poursuit aujourd'hui la lutte immémoriale entre le prédateur et la proie, comme le bison. Le bison est un animal énorme, très dangereux. Et l'hiver, quand la neige est épaisse, les loups peuvent entraîner un bison dans un endroit où il lui est plus difficile de se défendre. Mais même dans ce cas, les loups font très attention. Ces affrontements peuvent durer des jours entiers. Quand ils ont isolé un bison mâle sur un espace dégagé entouré de neige de tous côtés, le bison va lutter jusqu'à la fin et les loups vont se contenter de le harceler. Cette vidéo montre un combat entre une petite meute de loups et un bison. Il a duré 36 heures. Les loups profitent de leur nombre pour le harceler continuellement pour affaiblir l'énorme animal. Mais la force et la surprenante agilité du bison en font un adversaire dangereux. Nous pensons que le risque de blessure est plus élevé quand les loups chassent le bison. Ils reçoivent souvent des coups de pied si le bison continue à virevolter. Parfois, le bison peut même en encorner un et le projeter en l'air. Quand on voit un loup qui boite, c'est plus souvent après avoir affronté un bison qu'après avoir chassé l'élan. Le bison lutte désespérément pour repousser la meute. Mais même si certains loups sont blessés, leur ténacité s'avère toujours payante. Le loup gris affronte ce genre de danger à chaque fois qu'il chasse une grosse proie. Cela a dû être bien plus dangereux pour son cousin Canisdirus, parce qu'il s'attaquait à des animaux plus grands, plus forts, qui formaient de grandes hardes. Les loups du Pléistocène compensaient cela en poursuivant ces hardes en meutes plus nombreuses. Cela a dû les aider, mais seulement jusqu'à un certain point. Bien que Canisdirus ait formé de super meutes, quand le moment de l'attaque venait, le loup dominant était tout seul. Il mettait littéralement sa vie en jeu. Les vestiges fossiles reflètent les dangers que les loups affrontaient tous les jours. Les chercheurs ont trouvé des milliers d'os de loups préhistoriques brisés, et chacun d'eux avait une histoire à raconter. En se livrant à un travail de détective,
nous pouvons découvrir non seulement les dangers auxquels les loups étaient confrontés, mais aussi des informations sur la vie à l'intérieur de la meute. Voici un exemple de blessure assez grave à laquelle un animal a survécu un moment. Il s'agit du cubitus et du radius, ce qui correspond à cette portion de notre bras. Un cubitus normal ressemblerait à ça, et le radius serait séparé. Apparemment, cet animal a reçu un coup de pied ou une autre terrible blessure qui a brisé l'un des os ou les deux. Et ensuite, ces deux os se sont soudés ensemble, ce qui a probablement occasionné des douleurs à cet animal quand il se déplaçait, et aussi une certaine raideur. Cette fracture, due très probablement à un coup de pied reçu d'un animal pourchassé, a dû le faire boitiller. Incapable de chasser avec le reste de la meute, il a probablement vécu de restes récupérés sur des carcasses abandonnées. Mais le fait que ce loup ait survécu plusieurs années à sa blessure témoigne de sa résistance et de quelque chose de plus. C'est une première indication d'un surprenant comportement en meute de Canis dirus. À la différence des loups modernes, il se peut que les loups du Pléistocène aient pris soin des leurs. Ce crâne de Canis dirus écrasé révèle peut-être des signes de ce comportement unique. Il a enduré une sorte de grave traumatisme et son aspect est très différent de celui d'un crâne normal non blessé. Normalement, un crâne de loup est lisse et symétrique avec des orbites rondes. Celui-ci provient d'un animal ayant survécu à un très grave traumatisme. Ce loup a probablement été piétiné par un cheval ou un bison. Le coup a écrasé le crâne et causé de graves dommages au cerveau. Mais curieusement, ce ne sont pas ces blessures qui ont tué cet animal. Les cicatrisations osseuses caractéristiques couvrant la blessure indiquent que ce loup a survécu au moins 5 mois au traumatisme. En outre, on a trouvé ce crâne et d'autres ayant subi des blessures encore plus graves dans les mares de bitume. Cela suggère que les loups ne sont pas morts de leurs blessures, mais en tombant dans les mares de bitume en cherchant de quoi manger. Sans être fatales, les blessures étaient trop graves pour que ce loup ait pu survivre tout seul. Pour de nombreux spécialistes, cela constitue une preuve de plus du fait que non seulement les loups du Pléistocène vivaient en meute, mais qu'ils s'occupaient aussi les uns des autres. Toutefois, les cicatrices de cet autre crâne montrent que la vie en meute n'était pas entièrement basée sur la coopération. En fait, c'était un mode de vie dur et cruel. Nous avons des marques de morsure. Il y en a une là. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est juste là. Il y en a une autre ici qui lui correspond. Il doit s'agir d'une morsure faite de cette façon. Cette morsure est probablement une trace d'agression par un autre Canis dirus, sans doute à l'intérieur de la meute. À La Brea, on a constaté de nombreuses traces d'agression de loups Canis dirus entre eux. Ces marques reflètent un type de comportement souvent constaté chez les loups gris modernes. Il existe une hiérarchie très stricte à l'intérieur des meutes de loups gris. Le mâle et la femelle les plus forts, les plus féroces, dominent le clan. On les surnomme en général le mâle et la femelle alpha. Mais une lutte constante pour l'hégémonie dans la meute peut entraîner de féroces combats, parfois mortels. On peut le voir après la mise à mort d'une proie, quand les loups s'attribuent les morceaux en fonction de la hiérarchie. Pour un loup, grogner et mordre sont les moyens les plus simples d'affirmer sa domination. Les os des loups du Pléistocène révèlent peut-être le même comportement. Cela pourrait attester que non seulement la violence existait à l'intérieur des meutes préhistoriques, mais que leur vie n'était pas si différente de celle des loups modernes. L'écart entre le loup Canis dirus et le loup gris se réduit encore plus quand on considère que certains types d'ossements sont absents dans les mares de bitume. Les chercheurs pensent que les loups du Pléistocène trouvés sur ce site ont été pris au piège pendant qu'ils chassaient en grande meute. Si c'est vrai, on s'attendrait à trouver des jeunes loups chassant avec les adultes. Et par conséquent, une quantité significative d'eau de petits dans les mares de bitume avec ceux des adultes. Et pourtant, sur les milliers d'individus retrouvés, étonnamment, il y a peu de petits. Les chercheurs pensent que l'absence d'eau de jeunes Canis dirus reflète un comportement observé chez le loup gris. Pendant les 6 premiers mois de sa vie, le loup gris reste dans une zone protégée constituant une sorte de garderie. Les adultes de la meute rapportent de la nourriture aux petits jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour se débrouiller seuls.
Je pense qu'en fait, les loups préhistoriques protégeaient leurs petits, qui ne sortaient pas pour récupérer des charognes ou pour chasser avant d'avoir au moins 6 mois. Cela signifie que le comportement de Canis d'Irus en meute devait être étroitement apparenté à celui du loup gris. Et le parallèle entre les deux espèces se révèle aussi au niveau de l'une des pierres angulaires de la vie prédatrice. La menace des autres prédateurs. Dans l'univers des carnivores, la rivalité concernant les proies est acharnée. Mais une fois qu'une proie est tuée, une seconde confrontation commence, tout aussi vive, pour les carcasses. Voler une carcasse à un autre carnivore est l'une des premières formes de compétition parmi les gros carnivores. On peut le constater aujourd'hui chez les prédateurs de l'Afrique. Et cela constitue un trait de la vie prédatrice depuis des millénaires. Un prédateur doit apprendre à protéger la proie qu'il a tuée des charognards ou mourir de faim. Pour le loup gris moderne, le pire agresseur est souvent le grizzly. Dans le Yellowstone, les grizzlies réussissent toujours à voler les carcasses aux loups. Parfois, les loups résistent avec acharnement. Mais le plus souvent, ils abandonnent les carcasses aux ours. Les ours ont leur stratégie. Ils savent que les loups peuvent être très dangereux s'ils les laissent les attaquer par derrière. Alors, quand les ours s'approchent des loups en possession d'une carcasse, les loups viennent vers eux et les accueillent avec hostilité. Ils essaient de les affronter ou de les chasser. Il y a donc une sorte de mêlée initiale, mais les ours rompent le contact et se dirigent à nouveau vers la carcasse. Et là, ça recommence. Les grizzlies prennent soin de rester face aux loups et les frappent quand ils tentent de revenir. Au fil des années, le succès du grizzly l'a perverti. Il attend souvent que les loups chassent une proie et la tuent, et ensuite, il s'en empare. C'était probablement la même chose du temps de Canis d'Irus, confronté à de terrifiants prédateurs comme l'ours à face courte et le tigre à dents de sabre. C'était une lutte constante pour se procurer assez de nourriture afin que la meute reste en vie. La plupart du temps, le loup, plus petit, a dû éviter la confrontation avec des animaux beaucoup plus gros que lui. Ils ont dû se comporter comme dans Opération Dragon, où Bruce Lee parle de l'art de combattre sans combattre. C'est ce qu'ils devaient faire. Ils ont essayé de rivaliser pour les mêmes types de proies, mais en fait, ils ne devaient sans doute pas affronter directement le tigre à dents de sabre, ni l'ours à face courte. Ils restaient probablement à quelque distance d'eux. Mais il y a eu des moments où Canis d'Irus a dû affronter ses rivaux les plus imposants. Malheureusement pour le loup, les règles de la nature favorisent les grandes espèces. Dans une rencontre seul à seul, l'ours à face courte ou le tigre à dents de sabre pouvaient triompher d'un loup. L'existence du loup était donc très difficile. Les puissants prédateurs qui sillonnaient ces régions durant la période glaciaire les harcelaient à chaque fois qu'ils tuaient une proie et menaçaient de les exclure du festin. Pendant des centaines de milliers d'années, dans l'Amérique du Nord préhistorique, Canis d'Irus a risqué sa vie pour chasser les plus gros animaux qu'il pouvait trouver. Mais le loup n'était pas seul. Les plus coriaces et les plus puissants des carnivores de l'époque lui disputaient les mêmes proies. L'ours à face courte mesurait plus de 3 mètres de haut. C'était l'un des carnivores les plus impressionnants de la période glaciaire, et il est probable qu'il s'attaquait même aux plus grandes meutes de Canis d'Irus. Malgré la tactique agressive des loups, l'ours devait être un adversaire presque impossible à vaincre. Par chance, les ours à face courte étaient peu nombreux, et les rencontres étaient probablement rares. Toutefois, des affrontements pour la nourriture et pour le territoire ont dû opposer les meutes de loups à de grands prédateurs plus répandus, comme les tigres à dents de sabre. Le tigre à dents de sabre était un formidable prédateur. Pesant jusqu'à 300 kilos, voire plus, il était rapide, fort, et ses immenses canines en faisaient un adversaire redoutable. Individuellement, le loup ne faisait pas le poids contre un tigre à dents de sabre. Il prenait probablement ses jambes à son cou plutôt que de l'affronter. Mais en meute, les loups devenaient plus forts et devaient se battre pour défendre leur territoire. Grâce à sa supériorité numérique,
la meute pouvait encercler un félin solitaire en le harcelant sans trêve de tous côtés. En groupe, ils devaient probablement adopter une attitude très menaçante. Un seul tigre à dents de sabre ne pouvait pas regarder partout à la fois, même si les adversaires étaient tous plus petits que lui. Leur nombre et leur proximité l'amenaient sans doute à renoncer à certains affrontements. Le félin pouvait finalement rompre le combat et aller chercher de quoi manger ailleurs. Au fil du temps, les loups du Pléistocène, vulnérables individuellement, sont devenus de redoutables adversaires grâce à la taille imposante des meutes. Et les meutes plus nombreuses leur conféraient un autre avantage, important mais subtil sur leurs concurrents. Ils pouvaient dévorer leurs repas rapidement. C'était fondamental pour survivre dans cet univers périlleux. Ils devaient redouter de perdre leur carcasse, et il était avantageux pour eux de la finir entièrement et très rapidement. Je crois que c'était un élément primordial. Cela a dû favoriser les groupes de très grande taille et accroître la vitesse à laquelle ils mangeaient. Individuellement, chaque loup se servait des muscles de son énorme mâchoire et de ses dents de devant surdimensionnées pour arracher rapidement de gros morceaux de chair. Ses dents de derrière étaient faites pour déchirer et non pour mâcher. C'est assez remarquable de voir comme ils mâchaient peu. Ils se contentaient de mordre dans la chair avec leurs incisives ou leurs canines et d'arracher un gros morceau de muscle, et ça partait dans l'œsophage. Ils avalaient tout d'un trait. Il ne fallait pas beaucoup de temps à la meute pour engloutir sa proie en entier. Elle transformait un énorme bison en un tas d'eau en quelques minutes avant qu'un autre prédateur puisse se présenter et s'en emparer. Canis d'Irus est devenu un vigoureux chasseur, impitoyable, avec une taille et une force capables de tuer une proie aussi énorme qu'un bison. Il a appris à chasser en grande meute pour repousser les autres prédateurs. Par conséquent, ce loup s'est répandu en grand nombre dans tout le continent, dominant d'autres espèces comme son cousin, le loup gris. Alors pourquoi, après plus de 100 000 ans de succès, a-t-il brusquement disparu de la surface du globe? Et comment son cousin plus petit, le loup gris, a-t-il survécu? La question est vivement débattue depuis des décennies. Les théories sur l'extinction des espèces sont une sorte de sport de compétition chez les paléontologues. La théorie la plus sérieuse met l'accent sur les considérables changements climatiques imputant la cause aux glaciers qui ont couvert l'Amérique du Nord pendant plus d'1 million d'années. Durant ces périodes de glaciation, les spécialistes pensent que la température en Floride n'a jamais dépassé 4 ou 5 degrés. Le sud de la Californie était couvert de forêts et de prairies comme l'actuelle côte nord-ouest du Pacifique. Et puis, il y a 18 000 ans environ, les derniers glaciers ont reculé. Les loups du Pléistocène ont vu les espaces couverts de forêts se transformer en un milieu plus sec, plus tempéré. Et à la différence de ce qui s'était passé durant les 3 précédentes périodes glaciaires, ils ne se sont pas bien adaptés. C'est l'une des singularités du Pléistocène, quand l'environnement s'est transformé il y a 10 000 ans. Ces animaux auraient pu en profiter pour étendre leur domaine et diversifier leur alimentation, mais ils ne l'ont pas fait. En fait, les changements climatiques ont fait disparaître les espèces les unes après les autres, bien qu'elles aient survécu à plusieurs changements climatiques importants par le passé. Pourquoi tous ces gros herbivores et ces grands carnivores comme le loup Canis d'Irus ont-ils réussi à survivre à ces changements climatiques durant tout le Pléistocène? Et pourquoi se sont-ils éteints brusquement à la fin de la dernière période glaciaire? Peut-être les changements climatiques à la fin de la dernière période glaciaire ont-ils été beaucoup plus brusques, et cela a pu jouer un rôle fondamental dans la modification de l'écosystème. Une théorie récente avance des raisons à ce changement brusque. Il se peut qu'une comète ait explosé au-dessus de l'Amérique du Nord, déclenchant la disparition de toute une série d'espèces. Et les témoignages fossiles attestent un changement rapide. On a trouvé des milliers de dents de Canis d'Irus dans les mares de bitume de la Bréa. Ce sont des dents de taille et de forme plus robustes que celles du loup gris. Elles prouvent que Canis d'Irus s'est probablement habitué à ronger de plus en plus souvent des os. Durant les périodes de vaches maigres, ils ont naturellement rongé de plus en plus d'os pour survivre. Et plus ils rongeaient les os, plus ils ont dû se casser des dents.
Les os que ces loups rongeaient étaient des os de bovins et d'animaux plus gros, de très très gros os. Cela demande beaucoup de force et donc leurs dents devaient être abîmées. Il n'est pas rare de trouver une dent cassée parmi les fossiles de la bréa. On y trouve même des centaines de dents brisées. Mais cela n'éclaire pas beaucoup le processus d'extinction lui-même. Il faut replacer les faits dans la chronologie, alors un schéma révélateur apparaît. Une analyse minutieuse montre que les loups se sont plus souvent cassés les dents il y a 15 000 ans que 3 000 ans après. C'est surprenant. Si le changement climatique avait fait disparaître les proies du loup du Pléistocène, on trouverait de plus en plus d'os broyés et de dents cassées au fil du temps. Mais les résultats fournis par l'étude des dents montrent exactement le contraire, c'est-à-dire que les animaux qu'ils chassaient ont abondé jusqu'à la fin. Les chercheurs ont utilisé les études d'isotopes pour tester ces trouvailles. Nous avons analysé des restes de Canis dirus sur 3 périodes à la Bréa, afin d'obtenir des sortes d'instantanés alimentaires distincts. Et il n'y a pas beaucoup de différence. Il semble qu'ils aient toujours mangé plus ou moins les mêmes choses au cours de ces 3 périodes. Ces résultats soutiennent l'idée que la disparition du loup du Pléistocène n'a pas été progressive, mais qu'elle s'est produite brusquement. De récents indices semblent suggérer, en se basant sur la datation des dernières traces des diverses espèces de la mégafaune disparue, que cela s'est produit assez rapidement, peut-être sur quelques centaines d'années, ou plus sur un millier d'années. Un millier d'années, c'est une période assez courte pour que se produise une série d'extinctions catastrophiques. Et cela ne peut pas s'expliquer seulement par le changement climatique. Quelque chose d'autre a dû contribuer à leur disparition, qu'il s'agisse d'une comète ou que la faute en incombe à l'homme. Le début de la fin pour un grand nombre de gros mammifères du Pléistocène s'est situé il y a 10 000 ans environ. La période glaciaire s'achevait. La toundra gelée reculait rapidement. Canis dirus a dû faire face à un autre changement lié au climat. Un nouveau dangereux prédateur était brusquement entré en scène. Je pense que les changements climatiques ont joué le rôle le plus important dans la modification de l'écosystème à la fin de la dernière période glaciaire. Mais on ne peut pas nier l'influence exercée par les humains. L'homme avait traversé le pont terrestre obstruant le détroit de Bering, et chacun de ses pas rapprochait le loup Canis dirus de sa fin. L'homme a sans doute attisé les flammes du processus d'extinction. Si vous envisagez les derniers 100 000 ans, en particulier dans cette région de l'Amérique du Nord, les deux grands facteurs qui s'imposent durant cette période sont la glace et les humains. Ces derniers ont exercé une influence sur tout. Ils n'ont pas seulement introduit les points de Clovis, le feu et un cerveau de grande taille, ils ont sans doute aussi apporté bien d'autres choses avec eux. On estime que l'homme a commencé à chasser à l'excès les grosses proies, décimant ainsi les ressources alimentaires des supercarnivores. Mais les dégâts ne se sont peut-être pas limités à cela. Une nouvelle théorie controversée avance que l'homme a pu introduire des maladies mortelles dans l'environnement. Quand les humains ont empiété sur le terrain, ils ont dû apporter des maladies, et il est très probable que ces types d'infections ou de micro-organismes ont affecté tout ce qui s'est retrouvé en contact avec eux, et je pense que cela a dû frapper la plupart des grandes espèces animales. Il est possible que les humains aient fait payer un lourd tribut aux gros mammifères. Associé au spectaculaire changement climatique, c'est tout un écosystème qui a été obligé de s'adapter. Si cela s'était produit lentement, peut-être que beaucoup de gros animaux auraient pu survivre. Mais le bouleversement écologique a amplifié les faiblesses de toutes les espèces. Au cours de cette période, le loup du Pléistocène était menacé d'extinction. La féroce concurrence des autres gros carnivores ne faisait que s'accentuer, puisqu'ils se disputaient les mêmes proies en diminution. Mais son cousin plus modeste, le loup gris, s'est adapté à la situation. L'exemple du coyote nous fournit une hypothèse sur ce qui a pu se passer. Ce petit prédateur de la famille des canidés a joué les seconds couteaux aux côtés du loup durant des siècles. Mais au début du XXe siècle,
l'homme a pratiquement éradiqué les loups de la région du Yellowstone et le nombre de coyotes a explosé. Ils ont vite été assez nombreux pour dominer la région, poussant les rares loups encore présents à s'exiler. Dans les années 1990, on a réintroduit le loup dans le parc de Yellowstone et il a repris aux coyotes la place de principal prédateur. Les coyotes se sont quelque peu repliés, mais ils ont pu s'adapter à la présence des loups en exploitant certaines zones quand ils n'y étaient pas. Le fait d'éviter les loups dans l'espace et dans le temps leur a en quelque sorte fourni un moyen de faire face à leur présence et de vivre sur le même territoire qu'eux. Les coyotes chassaient les animaux que les loups trouvaient trop petits ou récupéraient les carcasses laissées par les plus gros prédateurs. 10 000 ans plus tôt, le loup gris a pu jouer le rôle du coyote face au Canis dirus. Pendant près de 100 000 ans, on a trouvé des loups gris dans beaucoup de zones fréquentées par les loups du Pléistocène. Mais ces loups gris étaient bien moins nombreux, dans une proportion de 1 à 10 environ. Le loup gris jouait le rôle du subalterne. Il se tenait probablement à distance des meutes plus nombreuses de Canis dirus et se consacrait à chasser de plus petites proies. Par conséquent, il est probable que le loup gris s'est adapté et est devenu un chasseur plus polyvalent. Ils ont un comportement extrêmement souple qui s'avère essentiel pour leur survie. Cela explique en grande partie qu'ils se soient répandus si largement sur le plan géographique. La faculté d'adaptation du loup gris est toujours évidente aujourd'hui. Ils sont capables de s'attaquer aux plus grosses proies comme les bisons, aussi bien qu'aux plus petites comme les lièvres et les souris. Ils ont même diversifié leur alimentation. Ils mangent du poisson. Cela les a aidés à devenir des prédateurs de premier plan en Amérique du Nord. Comme pour le loup du Pléistocène, il semble que la taille ne soit pas tout. Au contraire de ce qu'on pense couramment, il y a souvent un avantage en termes d'évolution à avoir une plus petite taille, car une petite taille signifie souvent plus de souplesse par rapport à ce qu'on peut faire dans le milieu naturel. La souplesse du loup gris lui a permis d'adopter des formes de chasse plus variées. Mais Canis dirus, au cours des 100 000 années précédentes, avait créé de grandes meutes et ne chassait que les très gros animaux. Quand le changement rapide de l'écosystème lui a imposé de modifier son mode de vie, il n'a pas été en mesure de s'adapter. Il y a 10 000 ans environ, ce loup, comme presque tous les gros mammifères du Pléistocène, a disparu de la surface de la Terre. Je pense qu'ils ont disparu parce qu'ils s'étaient spécialisés dans la chasse de grosses proies et qu'elles se sont éteintes sous les effets combinés de l'activité humaine et du changement climatique. Le loup du Pléistocène avait survécu à plus de 100 000 ans de féroce compétition. Il a dû résister à différentes espèces de terribles carnivores, présentant une apparence telle que le monde n'en a plus jamais vu. Et pourtant, tout ce qui avait fait son succès a causé sa perte. L'ironie du sort a voulu que la force étonnante, l'énorme appétit et les instincts de tueur qui lui avaient permis de chasser les proies les plus dangereuses l'aient empêché de devenir assez modeste pour survivre. Une leçon que les espèces vivantes ignorent le plus souvent, à leurs risques et périls.